Alors, nous continuons notre travail sur le premier portrait de Cyrano. Juste avant, une information que vos parents ont dû recevoir par mail, mais que je vous transmets. À partir de demain, donc jeudi, l'ensemble du travail que l'on vous donne, mais que vous devez également remettre, se fera immédiatement, enfin directement à partir de votre compte OneDrive. Voilà. Donc ça évite de s'éparpiller sur un point professeur vous envoyez par mail, un autre vous envoyez avec un autre mail, vous mettez sur un compte, sur Dropbox, sur ceci, sur cela, on ne s'en sort plus. Donc on va tout à fait unifier et harmoniser l'ensemble de nos pratiques. Donc avec moi, vous ne ferez plus de partage ou vous n'enverrez plus de mails. Enfin, vous pouvez m'envoyer un mail pour me poser une question, mais plus de partage, plus de mails sur lesquels vous envoyez les devoirs. Mais vous mettez l'ensemble des exercices dans, vous verrez, votre compte OneDrive. Enfin, on a créé un dossier enseignement à distance, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom exact, à l'intérieur duquel il y a chacun de vos noms, et à l'intérieur de chacun de vos noms, il y a des dossiers enfin un dossier pour chaque discipline. Voilà. Donc à chaque fois, vous mettrez le document. Je vous demande juste une chose, à chaque fois vos documents, tout ce que vous mettez, ne les nommez pas document 1, document 2, document 3, mettez systématiquement la date, c'est-à-dire la date à laquelle vous avez, enfin, pour laquelle le travail est à faire, donc 19 mars, 20 mars, 17 mars, peu importe, enfin 17 mars, non, mais plutôt 19 mars, 20 mars, la date, votre nom également sur le document, de sorte que ce soit beaucoup plus simple, parce qu'on ne s'y retrouve plus sinon. Voilà. Alors, on passe maintenant au petit 2, ou petit b, attendez, je vérifie. Petit 2, un homme complet. On a travaillé effectivement sur l'idée que c'était un homme provoquant. On va voir maintenant que c'est un homme complet. Et vous pouvez prendre en fait votre livre, acte 1, scène 2, page 17, les vers 51, 52, 53, 54, etc. Où on va voir un certain nombre de choses ici, et principalement l'idée, regardez le vers 53, quel aspect hétéroclite que le sien. Hétéroclite, vous avez une note de bas de page où l'on vous dit hétéroclite, étrange et surprenant parce que fait d'éléments très variés. Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'en fait, c'est exactement ce qui se passe avec Cyrano. Cyrano est un homme extrêmement complet, bigarré, hétéroclite, c'est-à-dire qu'il est composé de tout un tas de facettes. On a vu qu'il apparaissait comme quelqu'un de très provocant, très agressif, mais ce n'est pas uniquement de cela qu'il est question. En fait, on voit, la première chose qui apparaît ici, c'est évidemment le second mot, il est bretteur, c'est-à-dire qu'il aime se battre à l'épée. Et effectivement, on peut constater dans le, ces deux premières scènes, enfin, les premières scènes, que le côté bretteur revient de différentes façons. Vous chercherez, avant que je ne vous projette le cours, vous chercherez les passages dans lesquels on vous parle, ça ne veut pas dire que Cyrano n'est pas encore là, on vous parle de Cyrano comme de quelqu'un qui aime se battre à l'épée. Il y a au moins deux exemples. Mais c'est loin d'être tout. En plus d'être bretteur, euh, il a un côté, regardez, premier mot, rimeur. Qu'est-ce qu'un rimeur? Un poète. Donc on a bien ici quelque chose d'étonnant. Non seulement quelqu'un qui se bat, qui aime se battre, mais aussi quelqu'un qui est un poète. Pas seulement, il est aussi physicien, il est également musicien. Qu'est-ce que ça fait tout cela? Ça fait de lui une espèce d'homme idéal, l'homme idéal de l'Antiquité. Je vous rappelle que c'est très français de séparer. Vous avez les gens qui sont mathématiciens, les gens qui sont philosophes, d'autres qui sont écrivains. C'est extrêmement français. On met les gens dans les cases, de la même manière que vous aviez des séries de baccalauréat, la série L pour les littéraires, où on sait compter de 1 à 10, la série S pour les scientifiques, où on ne sait pas écrire, la série ES, etc. C'est-à-dire que on ne sait pas. J'exagère, c'est pas vrai qu'on ne sait pas écrire ou qu'on ne sait pas compter, mais c'est extrêmement français. Dans l'Antiquité, vos, vos mathématiciens, là, Thalès, Pythagore, ils étaient également philosophes. Donc c'était pas juste des gens qui savaient compter, qui faisaient de la physique ou autre. Non, il y a quelque chose de très complet. Et ça a donné ce qu'au XVIIe on appelle l'honnête homme, que l'on trouve dans toutes les pièces de Molière. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Dans les pièces de Molière, vous avez régulièrement un personnage un peu ridicule. Et puis, il a souvent un ami qui lui est très calme, posé, rationnel, qui sait discuter de tout, qui ne s'énerve pas. On le trouve très souvent. Par exemple, vous avez, je ne vous donne pas d'exemple, vous chercherez dans les pièces que vous avez pu lire et vous verrez que quasiment à chaque fois, vous avez quelqu'un qu'on appelle un honnête homme. C'est pas la même chose qu'un homme honnête, hein. Un homme honnête qui n'est pas malhonnête, qui ne vole pas d'argent. Non, l'honnête homme, c'est quelqu'un qui parle bien, qui s'exprime bien,
qui a des connaissances sur à peu près tous les sujets, qui est capable de discuter de tout, qui ne s'emporte pas, qui est mesuré, c'est-à-dire un idéal classique absolument parfait. Et Cyrano, alors lui, il n'est pas très mesuré, d'accord? Donc il n'est pas complètement honnête homme, il n'est pas vraiment mesuré, mais on voit bien que c'est un homme qui a beaucoup de facettes. Voilà. Et donc, lorsqu'il apparaîtra, on verra que cette image double est très nette, et vous allez chercher des exemples. Il a une dimension virile, agressive, on l'a déjà dit, mais il est aussi un peu poète, et vous chercherez euh, les images qu'il utilise, la façon dont il dit qu'il va euh, taper, qu'il va frapper, qu'il va se battre, regarder, et c'est souvent très imagé et un peu comique. Donc vous allez chercher cela, je vous projette le reste, c'est-à-dire ce qu'il va falloir écrire. Je vous propose deux exemples sur lesquels vous aurez à écrire un petit peu tout à l'heure. Deux exemples justement qui montrent qu'il est très spirituel, même dans les moments durant lesquels il s'énerve. Vous avez au vers 112, je vais être obligé de te fesser les joues. Donc pour bien comprendre l'image, il faut justement l'imaginer. Et fesser, ça veut dire donner une fessée. D'accord. Et vers 118-119, je vais sur la scène en guise de buffet découper cette mortadelle d'Italie, lorsqu'il parle d'une personne, vous verrez. Voilà. Donc, je vais être obligé de te fesser les joues, je vais sur la scène en guise de buffet découper cette mortadelle d'Italie. Voilà, deux exemples que vous allez noter, puisque vous allez devoir tout à l'heure travailler un petit peu dessus. Arnaud, le personnage, c'est pas que cela. C'est pas que cela, et c'est l'objet du petit 3, dont je vais parler un petit peu, et sur lequel il va falloir bien vous pencher. Petit 3, vous pouvez mettre un physique ingrat. Ingrat, ça veut dire désagréable, qui ne fait pas plaisir, ni à lui, ni aux autres. En tout cas, surtout pas à lui, c'est ce qu'il imagine. De quoi est-il question? En fait, et c'est ce qui fait tout le drame de Cyrano. Tout le drame de ce personnage, c'est que c'est un être particulièrement intelligent, particulièrement fin, particulièrement fort également, mais surtout très intelligent, très poète, mais qui se trouve affreusement laid. Ce personnage se trouve affreusement laid et en conçoit une espèce de complexe dont il ne sortira jamais. Durant les 5 actes de la pièce, il ne parvient pas à échapper à ce complexe qu'il a depuis toujours. Et quel est ce complexe? Et il tient en un mot d'une seule syllabe, c'est un nez. C'est le nez de Cyrano. En fait, il se définit par effectivement son intelligence, sa force, son courage, tout un tas de choses, mais il se définit également euh, à travers son nez. C'est ce que rappelle ici son ami Ragueneau. Alors vous pouvez prendre page 17-18, la tirade qui commence au vers 54, que je vous engage à relire, et à relire attentivement. Elle n'est pas évidente, donc prenez du temps pour la relire, et vous allez vous centrer sur deux passages. Lorsqu'il dit vers 64-65, il promène en sa fraise à la Pulcinella un nez. Ah, mais Seigneur, quel nez que ce nez-là! On ne peut voir passer un pareil nasigère sans s'écrier: oh non, vraiment, il exagère. Puis on sourit, on dit: il va l'enlever. Mais Monsieur de Bergerac ne l'enlève jamais. Voilà. Tout cela en parlant de son nez. Alors, vous allez prendre ces quelques exemples, ces deux exemples principalement. Il promène un nez. Soyez attentifs à l'association entre le verbe et le complément. Le verbe promener et le complément qui est son nez. Il promène son nez. Ensuite, avec l'expression non, vraiment, il exagère. On n'a pas le droit de promener un nez pareil. Et enfin, il va l'enlever. Mais non, Monsieur de Bergerac ne l'enlève jamais. Vous allez donc noter ces exemples, prendre, j'allais dire votre cahier de brouillon, prendre votre traitement de texte et vous expliquer en quoi tous ces exemples sont comiques. C'est-à-dire à la fois les exemples de tout à l'heure, je vais être obligé de te fesser les joues et je vais découper cette mortadelle d'Italie, mais également et surtout les formulations, il promène son nez, oh non, il exagère, il va l'enlever, et mais non, Monsieur de Bergerac ne l'enlève jamais. Voilà, vous essayez d'expliquer, c'est pas du tout évident, hein, vous essayez d'expliquer là, en des paragraphes clairement construits et argumentés, en quoi ces exemples-là sont
comique. Vous partagez évidemment votre travail juste après avec moi et ensuite on travaillera sur le manuel. Alors vous faites ça maintenant, si vous n'y arrivez pas tout de suite, vous faites ça pour demain, mais en tout état de cause, vous me le partagez. Prenez maintenant votre manuel, page 291, 290-291. Donc je vous laisse le prendre, vous pouvez appuyer sur pause en attendant, et tout cela, enfin ce que vous allez faire maintenant, porte sur les figures de style, les figures de rhétorique, et plus particulièrement les images, c'est-à-dire, que vous connaissez déjà, comparaison, métaphore, ça vous connaissez, personnification, pas compliqué, pour ces 3 points. Et vous allez lire la leçon, qui est en haut de la page 291, vous allez la lire, la relire même, la comprendre, et vous faites juste après l'exercice numéro 6, page 291. Alors, attention pour l'exercice numéro 6, qui n'est pas en soi très compliqué, avec des mots parfois, enfin il y en a deux que je voudrais expliquer. Regardez le tableau, qui est en vert, page 291, comparer, comparant. Le comparer, c'est ce qui est comparé. Le comparant, c'est à quoi il est comparé. C'est-à-dire, si vous dites cet homme est fort comme un ours, qu'est-ce qui est comparé? Cet homme et sa force, et le comparant, c'est-à-dire à quoi il est comparé, c'est l'ours. Voilà. Point commun entre lui et l'ours, eh bien la force, je ne sais pas, la virilité, la violence, tout ce que vous voulez. Et l'outil de comparaison, c'est le mot qu'on utilise pour relier les deux, c'est-à-dire il est fort comme un ours. Ou bien, donc vous avez le mot comme. Si vous dites il ressemblait à un ours, l'outil de comparaison, cette fois, c'est le verbe ressembler. Voilà. Voilà pour ce qui concerne les comparaisons. Dans une comparaison, vous avez toujours un outil, comme, ressembler à. Dans la métaphore, c'est la même chose, mais plus d'outils. Terminé, il n'y en a pas. Donc c'est plus compliqué, mais c'est beaucoup plus intéressant. Voilà. Donc vous faites l'exercice 6 maintenant, d'accord? Et vous me l'envoyez, enfin vous me le partagez comme d'habitude. Et pour demain, vous faites les exercices 7 et 8. Alors regardez les exercices 7 et 8. Pour y accéder, vous avez en bas de la page, c'est-à-dire que je ne me trompe pas, ici, vous avez un petit lien qui fonctionne, hein, je l'ai essayé, il fonctionne très bien. Et vous avez deux fiches, fiche 1, fiche 2, vous faites sur chacune de ces deux fiches l'exercice correspondant, c'est-à-dire les exercices 7 et 8. Enfin, pour demain également, vous lisez attentivement la tirade du nez, qu'il vous faudra de toute façon apprendre, acte 1, scène 4, puisque l'heure de demain sera intégralement consacrée à des questions qui porteront sur cette tirade. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas vraiment de cours, ce seront des questions que vous devrez traiter portant sur l'intégralité de cette tirade. C'est-à-dire que ce qui serait bien, dans la mesure où les deux exercices que vous avez à faire sont quand même pas très compliqués, ce qui serait bien, c'est que vous prenez la tirade, vous lisez la tirade et vous faites attention au vocabulaire, de sorte que vous ne soyez pas obligé demain de reprendre tous les mots de vocabulaire, j'allais dire en me disant je ne comprends pas, mais je ne suis pas là, donc vous ne pourrez pas me le dire, mais en butant sur de nombreux mots que vous ne comprendriez pas. Voilà. Je vous projette tout de suite le travail. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain.